Le débat du jour. Aurélien Devernois. C'est l'un des pays où le sentiment européen reste le plus fort, mais les rapports politiques entre la Roumanie et l'UE se sont dégradés ces derniers mois. Côté économique, si la croissance est au rendez-vous grâce notamment à la coopération européenne, les inégalités de développement sont fortes entre régions et entre zones rurales et urbaines. Et si beaucoup de jeunes Roumains vont développer leurs compétences en Europe, la fuite des cerveaux pénalise le pays. À un peu plus d'un mois du début de la présidence roumaine de l'Union européenne, Bucarest et l'Union peuvent-elles dépasser ces amours contrariés ? C'est le débat du jour sur RFI. Et cette émission se déroule ce mardi au Centre Pompidou à Paris, où est lancée l'année culturelle France-Roumanie. Une belle occasion donc de parler de ces enjeux. Avec nous en studio, Catherine Durandin, historienne, professeure émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Petit, député MoDem de la 7e circonscription des Français de l'étranger, qui comprend la Pologne où vous résidez et donc la Roumanie. Bonjour. Bonjour. Alors, le 1er janvier prochain, la Roumanie va prendre la présidence tournante de l'Union européenne. Pourtant, jamais depuis son entrée dans l'Union en 2007, les rapports avec l'Union européenne ont été aussi tendus. Catherine Durandin, je me tourne vers vous pour commencer. Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment entre Bucarest et Bruxelles ? Il se passe d'un côté Bruxelles, Strasbourg, des prises de position liées au statut spécifique de la Roumanie à partir du 1er janvier 2007, qui est qu'il y a un accompagnement de l'évolution de la situation roumaine par les Européens. Or, dernièrement, très récemment, la Commission européenne et le Parlement de Strasbourg ont utilisé cet instrument juridique pour faire part de leur inquiétude quant à la situation de la justice et de la non-indépendance de la justice en Roumanie. Alors pourquoi cette menace et en quoi consiste-t-elle ? En fait, les socialistes, alors socialistes roumains, qui n'ont rien à voir ou pas grand-chose avec des socialistes de tradition social-démocrate, ont remporté les élections législatives en 2016. Le président n'est pas socialiste et la charrue caote. D'autre part, les ministres, le gouvernement est pratiquement monocolore socialiste avec deux ou trois alliés. Et la première ministre, Viorica Dăncilă, est très proche du président du Parti socialiste, M. Liviu Dragnea, qui est un dur et qui est menacé de condamnation. Il a été condamné d'ailleurs, mais la condamnation n'est pas appliquée. Il a été condamné à 2 reprises. La dernière, c'était au mois de l'été dernier, pour abus de pouvoir et emploi fictif. Donc ces gens, dans leur logique pragmatique de leur propre intérêt, essaient de se faufiler au sein de la Direction nationale anticorruption et de faire vérifier tous les membres de la Direction nationale anticorruption pour ralentir les processus de lutte contre cette corruption. Et c'est là que Bruxelles intervient avec inquiétude. Les Américains aussi, le département d'État aussi est intervenu. Donc, ce qui reproche en fait Bruxelles à Bucarest, c'est l'immixtion du pouvoir politique dans le pouvoir judiciaire. Et ça, c'est quelque chose que l'Union européenne, la Commission européenne, le Parlement n'acceptent pas. Frédéric Petit, ces problèmes sont vraiment purement politiques. Comment, vous qui êtes élu dans cette région, se fait cette tentative de communication malgré tout entre Bruxelles et Bucarest ? Eh bien, d'abord, je crois qu'il faut signaler, moi je suis très heureux du démarrage de l'année croisée, de la présidence qui arrive. Il faut quand même signaler que la Roumanie n'est pas à mettre tout à fait dans le même sac que les autres pays de la région. J'y tiens beaucoup. D'abord, la Roumanie a une francophonie beaucoup plus ancienne que les autres. On parle souvent, et puis une francophilie très ancienne. On parle évidemment, dans cette année de centenaire, on parle de la mission Berthelot. Moi, il y a quelqu'un à qui je tiens beaucoup et qui est peu souvent cité, c'est Panaïtis Strati, qui est donc roumain, mais qui a écrit directement en français, qui a appris à lire en français et à écrire en français, qui est un auteur que je recommande. Et je crois que cette force de la francophonie est à la base de cette année croisée. Je crois que ça va apporter pas mal de choses. Sur la question que vous posez, alors il y a évidemment quelque chose qui s'est passé en Roumanie. Je crois que la corruption est sentie par les gens, et ce que dit la commission de Bruxelles, ce que dit la Bruxelles, comme vous l'appelez, c'est quelque chose qui est dit dans le mécanisme de Venise, c'est quelque chose qui est dit et qui est ressenti par la population. Tout à l'heure, en préparant l'émission, on rappelait que l'élection de Iohannis avait été un espoir. Il y avait eu le sentiment d'un coup de balai, mais la constitution roumaine fait que ce coup de balai n'a pas été donné.
Moi, je voudrais rappeler quand même que, pas pour être optimiste, mais pour rappeler que ce pays est aussi un peu particulier dans sa position géographique, dans sa position culturelle. Il y a cette notion qui est peu connue en France qu'on appelle les crèches à l'Est, c'est-à-dire cette position extrêmement de nationalités mélangées. Le Parlement roumain, par un mécanisme un peu encore complexe pour moi, mais corrige ces nationalités. Il faut que toutes les nationalités, les 13 nationalités soient représentées. Et je crois qu'on n'est pas dans quelque chose où on va pouvoir opposer des nationalistes refermés. Donc ce danger-là n'est pas présent en Roumanie. Oui, vous voulez dire que l'euroscepticisme qui se manifeste très fortement dans un pays comme la Hongrie, par exemple, ce n'est pas la même chose en Roumanie. C'est pas tout à fait pareil, c'est pas les mêmes problèmes. Je crois que Madame Dujardin l'a rappelé, on a affaire à des gens qui veulent éviter d'être condamnés et qui font tout ce qu'ils peuvent, qui ont eu l'habitude depuis 20 ans, même plus, de gérer le pays à leurs mains. Et l'appropriation par la population des mécanismes constitutionnels, du vote, est très compliquée, longue, demande de la formation, et c'est difficile. Mais je crois que le pays est un pays extrêmement européen dans sa constitution, dans son histoire culturelle, et je crois que c'est des choses qui vont être révélées justement par cette année culturelle. Donc vous voulez dire que finalement le risque qu'un euroscepticisme émerge en Roumanie est peut-être moins fort et qu'il est vraiment contingent à ces difficultés politiques qui existent en ce moment, et c'est pas forcément le sentiment profond des Roumains, Madame Duranda. Euroscepticisme, je serais d'accord. Enfin, je ne crois pas qu'on vogue vers un nationalisme véritablement eurosceptique. Mais il y a des blessures, enfin, il y a des cicatrices. Dans la mesure où l'intégration dans l'Union européenne, c'est pas la culture européenne, c'est pas exactement la même chose. On vous demande rien de prouver en tant que culture européenne. Catherine II disant la Russie est une puissance européenne, on lui a pas demandé de le prouver. Bon. Donc, culture européenne, oui. Maintenant, il y a des blessures parce que le processus d'intégration dans l'Union européenne a été un processus très lent, très long, très directif, avec des chapitres qu'il fallait remplir, qu'il fallait clore, des remontrances au fur et à mesure des chapitres concernant l'agriculture, les enfants institutionnalisés, la justice, etc. Et donc, à chaque année, il y avait, même chez les démocrates, je pense à mon amie Zoé Petré, qui était la conseillère du président Constantinescu, me disait « Mais ça suffit de nous donner des leçons. Bon, enfin, qu'est-ce qu'ils ont, nos cochons? Ils sont trop gras, vous pouvez pas manger des cochons gras. Ça suffit. » Bon. Et je crois que les propos qui ont été tenus dernièrement par le député vice-président, c'est ça, du Parlement, Miron Pașcu, sont des propos très durs, qui ne sont pas eurosceptiques, mais qui sont souverainistes. Et qui sont, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Oui, c'est ce à peu qui n'est près pas la propre à la Roumanie, le souverainisme est très présent dans l'Union européenne de manière générale. Enfin, quand vous parliez justement de ces blessures, de ces points de tension, il y en a un qui nous vient rapidement à l'esprit, c'est celui de l'entrée sans cesse repoussée de la Roumanie dans l'espace Schengen. Et ça, c'est vrai que la Roumanie le reproche beaucoup à l'Europe. Pourquoi vous ne nous laissez pas rentrer? Ça fait quasiment 7-8 ans qu'on le demande, qu'il y a eu une validation sur le principe et que ça n'arrive toujours pas, Frédéric Petit. Alors, je vais répondre rapidement sur le plan technique de ces accords européens. Les accords européens ont la particularité qui est peu connue des peuples et parfois de certains journalistes un peu superficiels, c'est que c'est pas parce qu'on a rempli ce que demande la Commission, après il doit y avoir validation de chaque État. Donc chaque fois, c'est souvent là que ça coince, et il faut attendre que chaque État se soit prononcé. Et ça, c'est dans les fonctionnements du et ça a coincé notamment en France. Voilà, oui, mais après, je suis d'accord. Mais je veux dire, ça veut dire que c'est pas la même personne à qui on reproche. Vous nous avez on a répondu favorablement à votre demande, et la personne qui reproche, c'est un peu différent. Donc techniquement, c'est assez complexe. J'ai bon espoir que ça arrive très vite. Les contrôles à la frontière roumaine sont de plus en plus, de moins en moins contingents. Il y a autre chose dans la question que vous posez. Je crois que quand on parle de souveraineté, de souverainisme, je suis très heureux d'avoir entendu dans la bouche de Madame Dujardin le mot blessure. Ça, je crois que c'est une réalité que les Européens convaincus comme moi doivent entendre. Okay, nous ne sommes pas dans des euro-BA. Il faut arrêter de construire l'Europe comme nous l'avons construit nous, parce que nous avons oublié que nous avons construit l'Europe 20 ans après des blessures. Nous sommes admirés pour ça dans les Balkans. Nous sommes admirés, mais en même temps on nous dit oui, mais aujourd'hui vous souffrez plus et nous on souffre. Donc je crois que le mot blessure est important. Un autre mot qui est peu prononcé et qui est là, qui traverse tous mes pays, parfois même l'Allemagne,
puisque j'ai aussi l'Allemagne dans ma circonscription, c'est le mot désenchantement. Et ce mot-là, il faut l'affronter. Il n'est pas eurosceptique, il n'est pas destructeur. On a le droit de dire qu'on a rêvé et qu'on s'est réveillé le matin et que c'était un peu plus dur que prévu. Et ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas travailler ensemble, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas construire ensemble. C'est des choses qu'il faut affronter ensemble. Et je crois que ces deux mots sont des mots un peu oubliés parce qu'on est dans une société qui travaille en 240 signes et qu'on essaye de faire des simplifications. Mais ça, ce sont des mots où je pense tous les Européens peuvent se retrouver. On l'a vu en France, il y a des désenchantés en France. Dans les dernières semaines, ça se passe aussi chez nous. Donc je crois qu'affronter ces désenchantements, oui, on a inventé quelque chose qui a marché, qui ne marche plus forcément maintenant. Regardons-le ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on s'obstine, ça ne veut pas dire qu'on a envie de partir. Je crois que les mots que vous venez de citer sont des mots simples. Oui, pourquoi on donne des leçons? Il y a toute cette problématique qui est présente alors là dans tous les pays. Et je crois qu'il faut qu'on l'affronte si on veut éviter justement de détricoter l'Europe. Alors, la question du désenchantement, justement, est-ce qu'elle ne peut pas être accentuée par davantage d'intégration européenne? Et là, je reprends l'exemple de l'espace Schengen. Si la Roumanie rentre finalement dans Schengen, est-ce que ça ne risque pas d'être quelque chose à double tranchant pour le pays et notamment accentuer une fuite des cerveaux qui est déjà très importante? Alors, oui, vous avez sans doute raison, mais avant de répondre très directement à cette proposition, je voulais dire qu'il y a eu un décalage que nous ne percevons pas, mais un décalage très grand dans la rapidité de l'intégration dans l'OTAN, sans condition. Ils n'étaient pas prêts, personne n'était prêt d'ailleurs à rentrer dans l'OTAN. Et là, il n'y avait pas de leçons, il y avait des propositions de formation, propositions de matériel, et les Américains ont véritablement installé des bases, une école de renseignement, etc. Il y avait un décalage, ça allait beaucoup plus vite, puisque c'est au sommet de Prague en 2002 que l'acceptation a été faite de la candidature roumaine, et dès 2004, c'était un membre de l'OTAN de droit. Donc décalage avec le processus beaucoup plus difficile du côté et de l'intégration dans l'UE et de validation, de l'acceptation de la Roumanie dans l'espace Schengen. Maintenant, vous dites double tranchant, peut-être. Sur le court terme, il se peut qu'effectivement la facilité de circulation amène un renforcement de l'exode, de l'émigration, qui sont déjà extrêmement lourds. Mais sur le long terme, et là je laisserai la parole à monsieur le député, parce qu'il a des idées intéressantes sur le long terme, sur ce que peut apporter de familiarisation européenne, aussi bien à la France et à la Roumanie, que la liberté de circulation. Alors selon vous, monsieur Petit, oui, c'est vraiment l'intégration européenne, ça va être une chance non seulement pour la Roumanie, mais pour le reste des pays d'Europe. Moi, j'en suis convaincu. Je pense qu'on a une vision de la mobilité. Donc, c'est évidemment ma position, je dirais, d'avoir une circonscription où je vois l'Allemagne, où je travaille énormément sur le franco-allemand, et où en même temps j'habite de l'autre côté de l'Oder, comme je dis souvent, me donne de cette problématique de la mobilité européenne une vision qui est assez particulière et qui, je crois, rigoureuse, mais optimiste. Parce que effectivement, moi je représente des Français qui ne sont plus des expatriés qui partent 2 ans et qui reviennent en France. Ce sont des gens qui ont décidé de partir. Je le dis souvent, j'ai beaucoup de jeunes Français qui vont chercher du boulot à Bucarest. Parce qu'ils préfèrent chercher du boulot, ils préfèrent créer leur entreprise à Bucarest. J'en ai un qui a très bien réussi d'ailleurs, qui a maintenant créé une boîte à Varsovie. Et cette problématique, on a une expérience en Hongrie, à Prague, en République tchèque, où le poste diplomatique essaye de faire venir des diplômés travailler à Prague en disant vous gagnerez 5 fois moins cher, mais la bière est 5 fois moins chère aussi, et puis vous ferez votre carrière, il y a des travaux intéressants, on vous attend, et c'est chez vous. Je crois que cette notion, pour moi, ça devrait être un slogan de la prochaine campagne européenne. L'Europe, c'est chez moi. À Varsovie, je suis chez moi. Oui, mais alors... Et donc, ce que je veux dire par là, dans l'autre sens, quand on parle de cette idée de mobilité retour et de possibilité de retour, quand on en parle avec des élus roumains, moi j'ai discuté avec le président du Sénat au forum de Krynica, cette idée d'imaginer des mesures, et il y en a, on peut faire l'idée dont on discutait tout à l'heure avant l'émission, c'était l'idée de lycées internationaux en langue roumaine qui pourraient exister sur le sol français, à l'inverse de ce qui existe, enfin en parallèle à ce qui existe en Roumanie pour nous. Ce sont des idées qui marquent et où les gens tout d'un coup se disent mais oui, pourquoi ne pas partir en France 3 ans dans une carrière de la même manière, et puis revenir en Roumanie et aider la Roumanie, de la même manière que je suis sûr que la France s'enrichit parce qu'un jeune Français va venir passer un moment de sa vie en Pologne, en Hongrie ou quelque part ailleurs. Je crois que cette mobilité, il faut vraiment qu'on la relance
Et bien souvent, la question de l'Europe et du franco-allemand en Europe, évidemment, le moteur franco-allemand est important, mais il ne faut pas qu'il soit vu. Il est admiré à l'Est, il est admiré. Dans la réconciliation, il est admiré. Par contre, parfois, il est vu comme une tentative de oui, vous nous piquez nos jeunes, et ils veulent tous aller travailler chez BMW ou chez Peugeot chez vous, etc. Et ça, c'est des choses, il faut absolument que nous ayons, comme nous avons eu des politiques d'aménagement du territoire en France, il faut absolument que nous ayons une stratégie de développement des régions européennes, non pas pour ces régions uniquement, comme c'est un peu le cas jusqu'à présent, c'est normal, mais que nous ayons maintenant des régions pour que les gens... Voilà, moi, si la Roumanie est plus riche, ça me fait du bien à moi aussi. Alors, est-ce que vous pensez justement que la Roumanie peut être un moteur de la construction européenne pour les pays de l'Est de l'Union ? Est-ce que la Roumanie aussi en a les moyens aujourd'hui dans ce contexte politique ? La Roumanie ne peut pas être un moteur. C'est un pays qui va bien et pas si bien que ça. Je veux dire, il y a une croissance qui est importante, mais une inflation qui est importante aussi. Et le rêve d'études en France ou d'un début de travail pour un jeune Roumain en France et de retour en Roumanie, ça supposerait, moi je le vois pour l'université, que les maîtres de conf en Roumanie ne gagnent plus que 400 €. Bon, donc il y a quand même des blocages. Alors moteur, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus que ce serait un frein. Mais la situation est difficile. Pensez à l'état économique, à ces disparités économiques quand on se balade en Roumanie entre la région danubienne, certains villages, mais à 40 km de l'aéroport d'Otopeni, qui sont très pauvres, avec des gens très pauvres. Et d'ailleurs, dans un plein désenchantement, et on m'explique, pour la génération de 40 ans, qu'ils regrettent Ceausescu. Pourquoi ? Parce que les petits-enfants, les enfants de ces gens-là qui ont 40 ans, ne vont pas en vacances. Et que la dame de 40 ans, elle m'a dit, moi, j'étais petite pionnière, et j'allais au bord de la mer. Donc c'était mieux avant. Bon. Ça peut pas être un moteur européen. Donc disparité, région extrêmement pauvre. Puis il y a des espaces, je pense à la ville de Brașov, de Cluj, des espaces en Transylvanie qui sont quasiment prospères, qui marchent bien. Voilà. En même temps, il y a un grand décalage entre les villes, le centre des villes, et certaines campagnes. Est-ce que alors dans ce cas-là, il n'y a pas un travail à faire du côté de l'Union européenne pour aider la Roumanie à se développer de manière plus égale entre ces différentes régions, entre ces zones urbaines, ces zones rurales, pour justement éteindre l'éventuel sentiment eurosceptique qui peut monter dans les classes qui se sentent déclassées et peut-être aider aussi à faire de la Roumanie un acteur plus fort de l'Union. Alors, allô, vous m'entendez là ? Oui. Alors, je vais répondre d'abord sur cette question-là. On retombe sur peut-être la complexité qui éloigne du citoyen, mais il faut savoir que l'Europe a fait énormément, mais c'est la Roumanie qui aujourd'hui n'est pas capable d'absorber les fonds européens. Il y a des chiffres qui sont plus terribles que ce que j'ai connu en Pologne il y a 10 ans, où c'était déjà compliqué et où on n'arrive pas. On est à 2 ans de la fin du plan. 2 ans de la fin du plan. Je crois que la région de Bucarest est à même pas 10% d'absorption des fonds qui lui sont destinés. Donc ça, ce sont des problèmes qui sont des problèmes politiques, des problèmes de compétences, et qui ne. Aujourd'hui, la communauté européenne, elle a choisi ces outils-là qui doivent être utilisés. Pourquoi ça coince ? Ça coince parce que il y a certainement des problèmes de compétences, mais ces problèmes de compétences sur des plans de 7 ans, généralement, sont très vite dépassés. Dans les autres pays, ils ont peut-être très vite dépassé. Et effectivement, on retombe sur le problème de la corruption, c'est-à-dire qu'il y a un surcontrôle, il y a un contrôle énorme, et les gens ont peur. Il y a l'autoroute, la fin de l'autoroute entre Iași et Târgu, voilà, qui manque. Le passage des Carpates dans les 2 endroits où il doit être fait n'est pas encore fait. Et ça, c'est aux Roumains d'absorber ces fonds. C'est clair. Merci beaucoup Frédéric Petit. Merci aussi Catherine Durandin pour avoir participé à ce débat sur la construction européenne et les amours contrariés à l'heure actuelle entre la Roumanie et l'Europe. Je rappelle, Frédéric Petit, que vous êtes député de la 7e circonscription des Français de l'étranger. Catherine Durandin, historienne, professeure émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Merci beaucoup et très bonne soirée à l'écoute.